Alors, pour pas prendre trop de retard, on va démarrer. Mathieu, si vous voulez bien me rejoindre pour vous installer. Et ça va arriver progressivement. Il y a peut-être des... Je n'étais pas sur la route, mais peut-être toujours des petites problématiques de trafic. En tout cas, on attend plus de 130 personnes ici. Et je voudrais saluer aussi ceux qui nous regardent dans toute la région en streaming. Bienvenue à vous tous, bienvenue à la CCI Hauts-de-France pour ce premier afterwork de l'énergie organisé en partenariat, et on est ravis avec EDF. Ravis de vous retrouver évidemment pour parler énergie et sobriété. Sobriété qui est vraiment le maître mot de cette rentrée, avec une véritable crise énergétique qui a vu le jour et qui vient s'ajouter aux difficultés existantes pour nos entreprises. Difficultés de recrutement, d'approvisionnement, d'augmentation maintenant des coûts de l'énergie. Alors l'idée ce soir, elle est simple. On a voulu créer cet événement pour répondre à vos questions d'abord, prendre le pouls aussi de ce qui se passe dans vos entreprises en écoutant vos témoignages. Et puis on a voulu surtout vous proposer un temps inspirant pour voir finalement dans un ciel qui peut paraître bien sombre, c'est vrai, des éclaircies. Et c'est Navi Radjou qui va éclaircir un peu notre ciel en disant finalement que ça peut être mieux. Après, on peut être mieux avec moins. Et vous allez nous parler de sobriété heureuse finalement. Navi Radjou, on est très heureux de vous recevoir ici ce soir. Je vous présenterai tout à l'heure. Alors le président de cette maison de la CCI Hauts-de-France s'excuse. Il est retenu en déplacement à l'extérieur, Philippe Ourdin, et c'est donc son vice-président REF 3, Didier Cousin, qui va vous accueillir plus officiellement. Voilà. Merci Didier. Merci beaucoup Fanny. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. J'ai grand plaisir de faire le mot d'accueil, même si je l'ai su il y a 1 heure, mais peu importe. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça à la CCI et dans les grandes maisons. Donc j'ai grand plaisir à me retrouver parmi vous. Il y a urgence, effectivement, donc c'est un peu le mot d'ordre de cette soirée. D'abord, tu l'as fait, Fanny, mais je le redis, on présente les excuses pour l'absence de Philippe Ourdin, lui-même s'en excuse. Le contexte, vous le connaissez, on a des crises successives. On est à peine sorti du Covid qu'on a eu la problématique de la guerre en Ukraine. Tout ça a provoqué des tensions sur notamment l'énergie. Donc on est en plein dans une crise énergétique. On a des tensions fortes sur les marchés, à la fois sur l'énergie, mais aussi du coup sur l'économie en général et dans le monde des entreprises. L'énergie est devenue la priorité numéro 1 des problématiques et des préoccupations dans le monde de l'entreprise. Donc c'est un sujet qui va forcément fait débat aujourd'hui et va faire débat dans les mois et les années qui viennent. Ça tombe bien, à REF 3, avec le conseil régional, et je salue Frédéric qui est ici présent, avec le conseil régional et la CCI, ça fait 10 ans que l'on mène une dynamique REF 3 sur la transformation des modèles, qu'ils soient économiques, écologiques, numériques et du coup énergétiques. Ça fait 10 ans qu'on essaie de mener des transitions avec l'aide et en appui sur les entreprises. Et tout le monde a été mobilisé, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions, et chacun y est allé de son propre rythme. Ce soir, aujourd'hui, eh bien, il y a urgence. Et c'est pour ça qu'on est là pour en débattre ce soir. L'enjeu, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est, je l'ai dit, la transformation des modèles et plutôt l'adaptation de son modèle en fonction de la conjoncture et des circonstances. On a programmé avec le président Ourdin d'essayer de monter une sorte de task force, et non pas tax force, de task force, avec les acteurs de l'énergie, des institutions, du monde économique, pour essayer de répondre aux problématiques qui peuvent se poser au sein des entreprises, au niveau des chefs d'entreprise. Donc on va les écouter. Merci pour ce premier événement, Mathias, que tu as provoqué, dont tu as eu l'initiative. Ça permet de rentrer en plein dans le débat. C'est le début d'une longue série de rencontres qu'on aura avec différents acteurs, notamment de l'énergie. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions, parce que je pense qu'il y aura effectivement toute une série de questions qui vont arriver, et tu es là avec ton équipe pour pouvoir commencer à y répondre. Merci Navi Radjou d'être parmi nous, de nous donner un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Comme on l'a dit, on va vers un changement de modèle qui va être positif et durable. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit enthousiasmant, désirable, et en tout cas créateur de valeur et d'emploi, parce que c'est vraiment le mot d'ordre ici en région.
Donc, très intéressé d'être parmi vous ce soir, très à l'écoute. Merci. On attend la suite. Merci beaucoup Didier Cousin, donc, qui représente ce soir le président Philippe Bourdin. Alors ce qu'on fera, et ce qu'on a voulu, on a un petit peu bousculé le programme, c'était de faire une introduction très pratico-pratique, pédagogique, pour finalement revenir sur cette actualité très chaude, l'explosion bien sûr du prix, le risque de coupure. On sera essentiellement bien sûr focus entreprise. On aura ensuite donc la conférence de Navi Radjou. Je prendrai ensuite toutes les questions. Si vous avez des questions dans la salle bien sûr, et si vous avez des questions ou des témoignages aussi tout simplement qu'on garde nous, qu'on compile ici à la CCI Hauts-de-France pour faire remonter. C'est aussi notre rôle d'être porte-voix au prix de Bercy pour faire remonter d'éventuels trous dans la raquette qui n'auraient pas été aujourd'hui pris en compte par le gouvernement dans les aides. Donc, on fera cette séance de questions-réponses à la fin donc de Navi Radjou. Sera Frédéric Motte, donc qui représente ici le Conseil régional, notre partenaire bien sûr sur REV 3 et président de la mission REV 3 conclura la séquence. Et puis ensuite, vous savez, vous êtes inscrits probablement dans les 4 ateliers qu'on a voulu là très pratico-pratique pour vous accompagner vers ce qu'on appelle donc cette sobriété. Et puis après, on boire un verre tous ensemble en toute convivialité, c'est important aussi, avec le cocktail. Tout ça pour nous ramener, j'espère, au cocktail vers 19h30, 19h45. Voilà. Alors on va démarrer avec ces 2 messieurs à côté de moi. Alors je vais vous les présenter. Donc vous avez, alors c'est là, voilà, non c'est beau. C'est donc Mathias Povs qui est directeur de l'action régionale d'EDF en Hauts-de-France. Merci Mathias qui est donc à l'initiative avec nous de cet événement ce soir. Et merci Mathias. Et Mathieu Barbeau qui est le directeur REV 3 donc de la CCI Hauts-de-France. Alors, je vais vous demander finalement d'être les plus pédagogiques possibles parce qu'on est dans une période très compliquée pour nos entreprises. Il y a beaucoup de questions qui se passent. On en parle beaucoup dans la presse. Donc voilà, il faut essayer d'être assez concis et pédagogique. Mathias, première question bien sûr qui vient, c'est d'abord la question de la hausse des prix. Pourquoi ça explose ? Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de démarrer, pourquoi ça explose on va essayer d'amener des réponses, des débuts de réponses. Alors Mathieu complétera, il a forcément toutes les réponses. Mais on est dans une situation qui est un peu unique. Alors c'est pour ça que ce soir, on a souhaité EDF s'associer à la CCI pour essayer d'amener un peu d'éclairage. Parce qu'il y a autant de réponses que de contrats, si j'ose dire. Vous savez que les produits, entre guillemets, énergétiques sont devenus assez complexes, notamment pour certaines entreprises sont à l'échelle européenne, sont même pas à l'échelle française. Donc on va essayer d'être le plus pédagogue possible, mais en essayant de donner des éclairages à chacun. Alors pourquoi les prix explosent ? Alors les prix ont commencé à exploser en octobre 2021. On a l'impression, et c'est assez réducteur parce que c'est facile à expliquer, il y a une guerre en Ukraine, donc les prix sont élevés. C'est un peu plus complexe que ça. À la sortie du Covid, souvenez-vous, la Chine a un redémarrage d'activité assez fort avec une tension géopolitique avec l'Australie. Et la Chine décide de ne plus recourir au charbon australien, donc envoler des prix du gaz, envoler derrière des prix du charbon parce qu'il y a un report du gaz vers le charbon. Les prix du CO2 commencent aussi à évoluer. On est passé jusqu'à 80 € alors qu'on était à 20, 30. Et il y a quelques années, quand on disait on sera à 30, 35 €, tout le monde nous disait ça n'arrivera jamais. À 85. Donc on voit que ça a commencé à vraiment évoluer. Ensuite, on a eu quand même on l'a oublié, mais un hiver 2021 qui a été au-delà des prévisions en Europe, ce qui fait que les stocks de gaz en Europe ont été au plus bas à la sortie de l'hiver, au moment où malheureusement la tension est arrivée sur le gaz avec le contexte russo-ukrainien, donc au plus mauvais moment. Donc on a une Europe qui dépend à 45% du gaz russe, la France à environ 17%, donc beaucoup moins, mais les prix de l'électricité sont fixés à l'échelle européenne. Alors comment ça fonctionne ? Comment on lie le marché du gaz quelque part et le marché des fossiles avec le marché de l'électricité ? C'est parce que en fait, chaque jour, le prix de l'électricité est fixé par un algorithme. Alors de mémoire, il s'appelle Euphémia, ce bel algorithme. Donc tous les jours, avant midi, on va fixer le prix du spot du lendemain. Et donc ce prix est fixé comment ? On empile les moyens de production d'un côté et on empile la consommation de l'autre. L'électricité a ceci de particulier qu'on ne peut pas la stocker en grande quantité de manière technico-économiquement réaliste, si ce n'est
à partir de l'eau stockée dans les barrages, mais ça ne fait pas l'ensemble du mix. Donc, on a toujours une balance à respecter entre la consommation et la production. Donc la veille, on empile, on regarde la consommation qui est prévue à J+1, on empile tous les moyens de production qui sont disponibles à l'échelle européenne avec le merit order, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. Et le plus cher, ce qui va venir couvrir notamment les pics de consommation, sont ce qu'on appelle les moyens thermiques à flamme, donc charbon et gaz. Et c'est ça qui va former le prix, ce qu'on appelle le coût marginal. C'est ce coût marginal qui va venir former le prix de l'électricité pour le lendemain. Et donc, on a une espèce de corrélation qui se fait à l'échelle européenne du prix des fossiles avec le prix de l'électricité. Quand bien même le mix en France n'est pas aussi dépendant et du charbon et du gaz comme on peut l'avoir dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc, à cela est venu s'ajouter un autre phénomène qui est plus dû, alors non pas une fixation du prix, mais une fixation de pénurie d'une partie du parc de production en France. Les événements climatiques, sécheresse cet été, donc on aura moins de productibles dans les barrages hydrauliques cet hiver. C'est pas du tout neutre, parce qu'on a aussi des relâchés d'eau qui vont se faire pour les agriculteurs, et donc l'eau ne sera pas utilisée cet hiver pour faire de l'électricité. On a également un productible, notamment éolien, qui a été plus faible, du fait du fort contexte anticyclonique que l'on a eu cet été avec les fortes chaleurs. On a une production moindre en électricité, et il se trouve que sur le parc nucléaire existant, on est venu empiler, on en parlera tout à l'heure je pense, mais différentes contraintes, notamment la corrosion sous contrainte découverte sur 4 réacteurs, qui fait que les travaux de maintenance se sont empilés aux maintenances habituelles qui doit se passer hors période de grande consommation, donc plutôt en été. Donc on a cumulé tous ces phénomènes-là, ce qui fait qu'on a un algorithme qui a bien du mal à faire face à tous ces critères-là, parce qu'on a un critère de prix du gaz, on a un critère du prix des fossiles, un critère du prix du CO2, et de l'autre, on a ce qu'on a beaucoup de mal à chiffrer dans un algorithme d'évaluation, c'est cet aspect pénurie ou manque de production potentielle à une période qu'on a du mal à évaluer. Et avec tout ça, on a eu des prix qui se sont complètement envolés, puisque cet été, on a eu à un moment 1 000 € du mégawattheure qui était sur la base 2023. Donc pas la pointe, la base. 1 000 € du mégawattheure. Pour vous donner une idée, on était avant les crises successives, on était aux alentours de 50 €, et même au moment du Covid, on était aux alentours de 80-85 € du mégawattheure. On est passé à 1 000. Grande volatilité, on est redescendu à 500. Donc là, ce matin, on était à 530 pour 2023. Donc vous voyez, on a perdu 26 € en une journée. Avant, quand on avait une variation de l'ordre de l'euro, tout le monde s'inquiétait, la bourse EPEX européenne s'inquiétait. Maintenant, on fait 26 € en une journée. Donc en quelques jours, on a perdu 500 €, on est passé de 1000 à 530. Donc on voit qu'on a un contexte qui est de forte volatilité, et c'est ça qui rend difficile les prédictions sur le prix de l'électricité, mais également, parce que c'est corrélé, vous l'avez compris, les disponibilités et le prix du gaz. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais il a fallu empiler l'ensemble de la complexité de ce système. Alors, on voit bien que c'est complexe avec ce fameux algorithme que vous suivez forcément tous les jours à votre niveau. Ce qui rend aussi les choses complexes, c'est pour ça qu'on a du mal aussi à qualifier vraiment la hausse, l'augmentation pour nos entreprises, c'est le fameux contrat. Il y a les fournisseurs historiques comme EDF, bien sûr, les fournisseurs dits alternatifs, et puis il y a ces contrats, finalement, personne ne connaît aujourd'hui la même situation dans les entreprises. Exactement. Alors déjà, contractuellement, certains ont un prix fixe, d'autres ont un prix indexé, certains sont exposés au spot, malheureusement. Certains fournisseurs alternatifs ont fait des contrats avec une exposition au spot. Donc quand tout va bien, c'est un peu ça me rappelle les taux variables. Vous savez, avant 2008, on avait des super taux tant que tout allait bien. Puis d'un seul coup, ceux qui avaient un taux variable, quand il y a eu la crise de 2008, la crise financière, d'un seul coup, tout s'est envolé et catastrophe, certains se sont retrouvés fort dépourvus. Mais on a toutes ces situations qui existent. Alors, il faut quand même voir qu'en France, paradoxalement, on est, et c'est normal, en train de regarder notre situation, mais il faut aussi regarder la situation à l'échelle européenne. Il y a eu ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, alors, 4%, ça a été en février 2022, l'État a décidé de bloquer à 4% la hausse du tarif réglementé de vente, c'est-à-dire le tarif que fournit EDF historiquement, puisque c'est le tarif qui est réglementé par l'État, à 4% de hausse. Ça concerne aujourd'hui l'ensemble des petits professionnels avec moins de 10 salariés, puisqu'ils sont encore éligibles, et les particuliers. Mais bon, je ne m'attarderai pas sur les particuliers, plutôt sur les entreprises. Donc eux sont encore protégés à 4%. Alors qu'on a recalculé à peu près, s'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, la hausse sur le TRV aurait été de l'ordre de 36%. Des commerçants.
voilà, petits commerçants, moins de 10 salariés, c'est toujours le bouclier tarifaire qui les protège. Exactement. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu jusque février 2023, puisque ça a été fait pour 1 an. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? Pour les autres clients, il y a eu, pour les plus gros clients, on a eu la baisse de la taxe, la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui a été ramenée de 21 à 22 euros vers 0,5 euros ou 1 euro, suivant que vous êtes supérieur ou inférieur ou égal à 36 kVA. Bon, je ne m'étale pas, mais vous avez en gros une économie d'une vingtaine d'euros par mégawattheure. Et ensuite, a été mis, et c'est ça qui a fait beaucoup polémique, notamment pour les finances d'EDF, a été mis à disposition 20 TWh supplémentaires à disposition dans le cadre de l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. C'est-à-dire que chaque année est prévu depuis 2012 100 TWh sur une production qui à l'époque en 2012 était de 400 TWh, donc un quart de la production nucléaire est mis à disposition des fournisseurs dits alternatifs pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs offres à un prix de 42 euros. 42 euros, quand vous voyez aujourd'hui, on flirte avec les 1000, les 800, etc. On a quand même un sacré décalage. À la fin de l'année, pour justement amortir d'autant plus le choc pour les grandes entreprises, l'État a décidé, dans son bouclier tarifaire global, de rajouter un volume d'AREN dit AREN+, AREN supplémentaire de 20 TWh. Donc on est passé à 120 TWh, et ce prix-là était de 46,20 €, pas 42, 46,20 €, parce qu'il y a une petite indexation. Donc ça veut dire que les entreprises ont eu un petit amortisseur, mais là aussi, cette AREN supplémentaire, elle est prévue de avril à décembre 2022. Donc ne dit pas ce qui va se passer en 2023. Et pour l'État, le fonds alors ça a été rappelé récemment parce qu'il n'a pas bien marché, mais le fonds d'aide aux entreprises qui consomment de l'électricité et du gaz de manière assez intensive, avec 3%, supérieur à 3% de leur chiffre d'affaires. Vous savez, avant, il fallait une baisse mensuelle de plus de 30%, etc. Ça a été simplifié. Voilà. Alors, c'est annoncé comme simplifié, c'est en train de se simplifier dans les textes, mais à partir du moment où on saura justifier d'une baisse de l'EBE, au niveau mensuel, de ce que j'ai compris, à partir du 1er euro, il pourra y avoir un calcul de compensation sur le surcoût. Alors, c'est pas sur tout, hein, c'est tout ce qui dépassera le double du prix que l'on avait payé en 2021. C'est un peu technique. Ça reste complexe. Vous faites votre prix 2021, vous le faites x2, tout ce qui dépasse, c'est compensé dans le cadre de ce fonds d'aide. Ouais, en tout cas, l'objectif a été de simplifier parce qu'effectivement, il y a 3 milliards, je crois, d'euros budgétés. 3-4 milliards de fonds. Et 500 000 euros ont été utilisés. Donc, c'est que pour nos entreprises, effectivement, c'est trop compliqué. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que vous voyez, c'est très typique, enfin, c'est très lié. Je ne sais pas vous dire comme ça de manière générique ce qu'il faut faire l'année prochaine. Certains avaient signé pour 2 ans, d'autres avaient signé pour 3 ans, d'autres pour 1 an. Ce qu'il faut aujourd'hui, et je pense par contre, c'est vous rapprocher au plus vite de votre conseiller EDF pour savoir quel est le plus approprié selon votre contrat actuel et selon votre profil de consommation. Puisqu'on est en train de voir également comment on peut faire de la modulation pour déplacer la consommation au moment où ce sera le plus cher vers des moments où ce sera moins cher. Parce que c'est ça, on a eu une question justement qui est arrivée. Est-ce qu'il vaut mieux maintenant, si j'arrive effectivement à un moment où il faut renouveler mon contrat, est-ce que je dois renouveler sur 3-4 ans ou sur 1 an, quoi ? C'est toujours, j'imagine. Je vous dirais que c'est en fonction de votre contrat et de votre profil de consommation. Donc là, je ne pourrais pas le dire de manière générique. Donc rapprochez-vous de votre conseiller EDF, il saura vous conseiller. On entend, Mathias, que du coup, on a l'impression que c'est le flou quand même pour 2023. Là, il y a une douloureuse quand même qui s'annonce. Est-ce que... je dis ça, hein, même si on en est loin. Si demain la guerre ukrainienne s'arrête, est-ce qu'on peut espérer que les prix reviennent à la normale ? Est-ce qu'il y a encore une normale possible ? Je dirais que, par rapport à mon introduction tout à l'heure, je disais que c'était multifactoriel, cette crise énergétique. On aura résolu un des critères qui ont amené à avoir cette envolée des prix. Mais on sera dans la situation où on était en octobre ou novembre 2021, où je vous rappelle quand même qu'on a clôturé 2021 au 24 ou 26 décembre avec un prix de mégawattheure à 454 €. On était déjà bien loin des 85 €. Donc c'était avant. Donc on aura toujours la tension sur les marchés du gaz entre la Chine, on aura toujours une tension sur le prix du charbon. La vraie question, c'est comment l'équilibre a été rompu, quel nouvel équilibre on va pouvoir retrouver. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Navi et puis Frédéric, on a une crise qui va être un accélérateur de comment on va percevoir. Tout le monde disait jusqu'à maintenant, l'énergie peu chère, c'est fini. On va aller vers quelque chose qui va finir les fossiles pour démarrer vers une nouvelle ère avec les renouvelables et un mix nucléaire et renouvelable dans une nouvelle génération. On y est, sauf que ça s'accélère.
Ça s'accélère. On est en train de se rendre compte que la fin du gaz et du pétrole, ça arrivera un jour, que le transfert vers des moyens décarbonés, il faudra le faire. En revanche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que des moyens type d'autoconsommation photovoltaïque aujourd'hui ont un regain sur leur taux de retour sur investissement parce que forcément, on les compare avec d'autres productions d'énergie beaucoup plus élevées. Donc on était à des TRI à 10 ou 12 ans, on arrive à des TRI qui sont 1, 2 ou 3 ans. Donc voilà, ça re-questionne l'ensemble du paysage énergétique quelque part. Et donc notre relation, et on le verra tout à l'heure, notre relation à l'énergie et la sobriété qu'on va devoir avoir. Merci Mathias pour cet éclairage vraiment pédagogique sur le prix. Mathieu, on a compris donc 2022-2023, qu'on le veuille ou non, il y a une douloureuse à l'arrivée, les factures vont augmenter. Comment on peut limiter la casse? Comment une entreprise peut se préparer justement à ce nouveau mur? Quelle est la première chose qu'on peut faire? Donc, Mathias vous l'a dit, il faut appeler les conseillers EDF. Déjà. Mais de toute façon, il est clair que, en tout cas, tous les observateurs s'accordent à dire que le prix de l'énergie va rester haut et il est imprévisible. Mais ça m'a rappelé quand tu parlais, il y a 20 ans, j'avais lu mon premier bouquin sur le changement climatique et page 47, non, je sais pas quelle page, mais il y avait un graphique comme ça qui disait, mais à un moment donné, on va passer le peak oil et puis il y aura le changement climatique et en fait, que vont faire les prix des énergies fossiles? Et ça montrait une courbe comme ça. C'est-à-dire que ça va faire des yo-yo de toute façon, mais des yo-yo avec une tendance haute. Et ça, c'est compliqué parce que, et c'est le cœur de business de Rêve 3, c'est de dire que les conditions de marché changent. On veut changer de modèle économique, mais on veut changer de modèle économique parce qu'on y est obligé aujourd'hui. Et notamment parce que la plupart des modèles économiques sont appuyés sur des choses stables. Donc les choses stables, c'est le prix de l'énergie stable. C'est en France, c'est beaucoup d'eau disponible, pas chère. Et de l'eau potable en plus. Des matières qui arrivent toujours à peu près au même prix de tous les endroits de la planète et des flux logistiques qui sont pas chers. Tout ça, ça change. On s'en rend bien compte là depuis 2 ans et ça va vraisemblablement durer. Donc comment fait une entreprise par rapport à ça? Donc la première chose, donc dans la mission des chambres de commerce et d'industrie, on est un des représentants de l'État. Le but c'est d'informer déjà, d'informer des dispositifs d'aide existantes. Donc on a informé sur celui-là par exemple. Après aider les entreprises à s'approprier ce genre de choses, c'est quand même pas simple de rentrer dans les critères. Aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui rentrent dans ces critères-là, en tout cas celles qui nous appellent. On met en place des outils. La force des chambres de commerce et d'industrie, c'est qu'il y en a dans tout le territoire et qu'il y en a certaines qui ont avancé sur certains outils. Donc là, on va mettre en place un outil qui s'appelle FlashDiag Énergie. Le but du jeu pour tous les entrepreneurs, c'est de pouvoir faire un petit audit avec quelques questions simples, simplement pour savoir où on en est en termes de maturité énergétique, surtout pour ceux qui ne se sont pas beaucoup posé de questions jusqu'à présent. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, une fois qu'on a fait cet autodiag, on peut évidemment aller plus loin et contacter des conseillers de l'équipe. Donc on a des conseillers dans 7 territoires sur les Hauts-de-France. Il y aura un référent énergie sur chacun des 7 territoires, en lien avec nos experts énergie Rêve 3. Donc, qu'est-ce que peut faire un conseiller? Donc déjà, si vous avez une problématique urgente de renégociation de contrat, c'est peut-être orienté vers soit les énergéticiens, soit les courtiers qui veulent encore répondre, etc. Et puis, il s'agit surtout de défricher, de déblayer les sujets pour voir là où ça fait mal, finalement, avoir un premier niveau d'analyse. Il y a souvent notamment des PME qui nous appellent et qui apprécient le fait de pouvoir parler à des experts de la CCI, parce qu'on est tiers de confiance, on n'a rien à vendre, on a une position de neutralité, on travaille avec tout le monde aussi. Et donc le but du jeu, c'est de mieux connaître ses consommations, par exemple, tout au long de la journée. Parfois, on connaît sa facture globale à l'année, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on consomme. Et ça a un impact très fort. Et des fois, on peut même se rendre compte dans l'analyse qu'on consomme de l'énergie à un moment où on pensait que les machines étaient éteintes, où on pensait que la production n'était pas lancée. Ça, c'est les premières actions de sobriété énergétique. C'est de voir là où on consomme de l'énergie et que ça sert à rien. Et ça va dans le sens de la sobriété. Ça ne nous coûte rien d'essayer de pister ça. Alors, on va peut-être pas descendre sa consommation de 50%, mais 10, 20%, oui, ça arrive.
Et donc prendre des mesures urgentes pour baisser sa consommation. Ça peut être aussi pas lancer la clim, on en parlait tout à l'heure, pas lancer la clim dans un immeuble comme ça à 7h du matin, 7h30, quand les gens arrivent un petit peu plus tard, ou la couper plus tard, la couper plus tôt le soir, donc des choses simples. Et puis ensuite, le but du jeu, c'est vraiment, pour ceux qui le souhaitent, mais ce qu'on le propose depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas le faire, c'est de rentrer dans une logique de plan d'action, structurer un projet de réduction, et puis d'investissement, si c'est encore possible, pour réduire les consommations. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important d'à la fois traiter l'urgence, et puis urgemment de se lancer dans un projet moyen terme, long terme. Et pas que sur l'énergie d'ailleurs, puisqu'on peut aller chercher des économies aussi sur d'autres briques. Est-ce que c'est ce que propose REV 3 ? Tout à fait, sur tous les flux. On essaye d'avoir une analyse très large. Donc on a notamment une offre sur mesure qui s'appelle EcoProd. On répond à une question qui est souvent basique, soit sur l'énergie, soit sur l'eau, soit sur les matériaux. Souvent, on va chercher des économies, mais on cherche à avoir une approche large et petit à petit trouver des choses simples pour réduire ses consommations et étendre le scope. Par exemple, une industrie qui emploie de l'eau potable pour refroidir une machine et puis qui la rejette, puis du coup qui en reprend et puis qui la rejette. Bon, on peut faire une chose simple, c'est la mettre en boucle. C'est tout bête, mais du coup on baisse ses consommations d'eau. Et en faisant plein de petites actions comme ça, parfois on arrive à être plus intelligents ensemble et à trouver une façon de faire différemment. Et on sait bien que l'énergie, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, finalement, quand on fait de l'économie circulaire, normalement, on dépense moins d'énergie à la fin. C'est pas forcément pour soi directement, mais déjà, on peut avoir une petite partie de l'économie pour soi, mais pour une communauté à l'échelle d'un territoire, ça peut porter. Donc il faut aussi travailler tous ces axes-là. Et on s'y emploie. Merci. Mathias, peut-être en complément sur la décarbonation, puisque là, on traite l'urgence. Quelle solution très rapidement de décarbonation? EDF est aussi un partenaire, du coup, pour proposer et des financements aussi. Exactement. Ce que je pense qu'il ne faut pas, on en parlera tout à l'heure, la sobriété. Vous remarquez qu'on n'entend plus beaucoup parler de décarbonation. Tout le monde parle d'énergie et de sobriété. Mais je pense qu'il faut quand même le garder dans le coin de la tête. Parce que là, certains pays, dans la panique, sont en train de redémarrer 25 centrales au charbon. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour décorréler les prix du fossile et surtout un pays qui n'est pas si lointain avec des vents qui nous ramènent ça en pollution particules fines sur la métropole de Lille, si vous voyez ce que je veux dire. À un moment, ça pose des questions de long terme et donc pour résoudre le court terme, il ne faut pas obérer le long terme. Donc il faut absolument qu'on arrive à avoir cette double approche. On a une stratégie nationale bas carbone en France. Je pense que la sobriété doit nous aider et on l'a toujours dit. Et d'ailleurs, l'accompagnement bas carbone que propose le groupe EDF, c'est surtout basé sur la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Donc on commence par regarder tout ce qui peut être optimisé. Donc on est vraiment dans la meilleure connaissance de vos énergies, comment derrière j'interprète cette connaissance et comment j'agis. Typiquement, on a des exemples où on a une approche un peu holistique. Je citerai par exemple les cartonneries Gondardenne. C'est à la fois de la fourniture. Alors nous, ce qu'on appelle de l'expertise conso. Expertise conso, c'est quoi? C'est une gamme de services qui permet de mesurer très finement par usage la consommation d'énergie et de piéger ce que tu disais, le fait d'avoir un compresseur qui tourne la nuit alors que l'air comprimé n'est pas utilisé, de gérer les fuites de compresseurs, d'avoir des variations sur les moteurs, d'aller chercher l'éclairage. Et typiquement, dans une entreprise comme celle-là, on peut aller chercher 10-15%. Et on parle de sobriété, mais la sobriété, ça ne veut pas dire renoncer. Typiquement, si je prends l'exemple de Toyota, où on est partenaire depuis 5 ans pour les accompagner dans leur stratégie bas carbone, une des premières étapes a été de refaire l'éclairage. 17 hectares d'éclairage qui ont été refaits en LED et qui sont pilotés en fonction des usages et en fonction des moments de la journée. Cette optimisation de l'éclairage, ça permet d'avoir un éclairage plus performant et une consommation d'électricité qui a chuté de 75%. Donc là, typiquement, on voit qu'on est sur quelque chose qui est de la sobriété, mais qui ne dégrade pas l'usage, au contraire, qui le rend plus performant. J'ai un exemple tout simple aussi, plus proche de nous, un hôtel qui nous a fait confiance, l'hôtel Château-le-Tilc du réseau Nageti près de Saint-Omer, peut-être certains connaissent. Rien qu'en pilotant de manière numérique et avec l'accompagnement qui a été le nôtre, on réduit de 25% la consommation de chauffage.
Voilà, c'est des choses qui, l'innovation et le numérique au service de la sobriété énergétique. Et après, bien sûr, il y a toujours les choses plus structurantes, type l'isolation, la meilleure usage, ou alors après, quand on décarbone, c'est comment on réduit au maximum les énergies fossiles et on les optimise, et comment on passe du transfert d'énergie fossile vers l'électrification. La stratégie nationale bas carbone au niveau mondial, l'Agence internationale de l'énergie, aujourd'hui, il faut savoir que 20% de l'énergie finale, c'est de l'électricité dans le monde, 80% c'est du fossile. En France, c'est 70, 75, 25, on va dire ça comme ça. On projette d'être plutôt à 60%. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi? C'est moins d'énergie, plus d'électricité et plus de pilotage, parce qu'on aura des endroits où on ne saura pas faire sans les énergies fossiles. Je pense à l'industrie, notamment chez Arcelor et autres. On voit que les plans de transfert vers de la décarbonation sont beaucoup plus longs. Et donc, il faudra laisser le temps aux industriels de faire ce transfert, mais tous les endroits où c'est possible, utiliser les énergies nouvelles, utiliser les énergies renouvelables et utiliser les pompes à chaleur, utiliser les moyens de mobilité, que ce soit hydrogène ou électrique. On voit qu'on va vers quelque chose qui est un nouveau rapport à l'énergie. Et l'ensemble de ces accompagnements, on peut le faire, bien entendu. Mais je pense qu'il est important, c'est pas de le faire de manière séquentielle, c'est vraiment d'avoir une approche là aussi. Quels sont mes usages de l'énergie? Comment je vise une décarbonation? Comment je vise une sobriété? Et derrière, la sobriété veut dire moins d'énergie, donc forcément un rapport très favorable au coût vis-à-vis de l'énergie. Donc mobilisation générale, finalement, des deux côtés pour gérer l'urgence, effectivement, et puis travailler sur la résilience de nos entreprises pour gérer justement ces crises qui se succèdent. Peut-être, Mathieu, tu souhaitais rajouter Oui, je voulais dire qu'on avait aussi le rôle de représenter les entreprises auprès de l'État notamment. Et en ce moment, l'État communique, mais voudrait savoir ce que pensent les entreprises au fond. Et du coup, pour cela, on remonte déjà des problèmes, des difficultés qui s'expriment des entreprises, et on va lancer une enquête de conjoncture spécialisée énergie là, à la fin septembre. Donc n'hésitez pas à répondre, parce que ça nous permet ensuite à la fois de passer des messages à l'État, des fois de participer au groupe de travail qui décide, qui design les dispositifs pour qu'ils soient les plus adaptés aux besoins sur le terrain. Donc on a aussi ce rôle-là, et donc on va faire une campagne d'appel sortant avec notre plateau téléphonique qui existe depuis quelques années. Merci Mathieu. Mathias, une dernière question sur les risques de rupture, de coupure. Quelles entreprises, quels critères? Alors justement, on parle beaucoup, alors certains aiment bien le catastrophisme, on passe d'un état A à un état B où on va être en coupure. Faut savoir que la mission qui est confiée à RTE de faire l'équilibre, je parlais tout à l'heure d'une balance en temps réel, c'est la RTE, le réseau de transport électricité, qui fait cet équilibre au jour le jour et qui fait les schémas prévisionnels. Comment on équilibre les moyens de production et les moyens de consommation. Donc, le livrable doit être fait dans les jours qui viennent sur quelles sont les prévisions de consommation et de moyens de production qui seront disponibles. Alors, il faut savoir que on a entendu beaucoup parler de l'absence de présence du parc nucléaire français. On a quelque chose déjà de très encourageant. On en parlait il y a quelques jours, il y avait 32 réacteurs arrêtés. Ce matin, il y en avait déjà 26 qui étaient 6 étaient revenus sur le réseau et il n'y en restait plus que 26. Et si aujourd'hui les réacteurs sont arrêtés, c'est pour préparer justement à être opérationnels au moment où on aura le plus besoin cet hiver. Donc on est en train de préparer, en anticiper cet hiver. Donc RTE prévoit quoi? RTE, quand il aura prévu cet équilibre consommation-production, si on s'aperçoit qu'en fonction des données climatiques qui sont extrêmement importantes, 1 degré de moins, c'est 2,2 gigawatts de puissance qu'il faut mettre en face. Donc notre problème, c'est pas un problème d'énergie cet hiver, c'est un problème de puissance. Alors ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que certains font un amalgame global de tout ça. C'est pas de l'énergie dont on va avoir besoin, c'est de puissance, c'est-à-dire de moyens instantanés qu'on va pouvoir mettre en face d'une consommation, notamment pendant les pics de consommation, entre 8h, 13h et 17h30, 20h30. Pendant ces moments-là, il y a plusieurs niveaux d'action qui peuvent être mis en œuvre par RTE. Premier niveau d'action, c'est l'appel volontaire à la réduction de consommation.
Vous avez déjà entendu parler d'EcoWatt, puisque l'année dernière, on l'avait activé, RTE l'avait activé. C'est quoi? C'est un message que tout le monde recevra sur son téléphone en leur disant, par zone qui vont être concernées, demain à telle heure, évitez de démarrer votre consommation, votre machine à laver, votre lave-linge, votre lave-vaisselle ou autre moyen de consommation pour que vous puissiez réduire cette consommation. Donc là, on enverra à tout le monde, particuliers, entreprises. Le recours à des services, si ça suffit pas, on peut avoir ce qu'on appelle les ajustements post-marché. C'est quoi? Ça veut dire que RTE peut mobiliser des moyens. Donc, premier niveau, les moyens qu'il a contractualisés avec des gros clients qui ont des puissances qui sont de l'ordre d'une vingtaine de mégawatts, 25 mégawatts, et qui peut activer très rapidement. C'est-à-dire quand on peut plus ajouter de moyens de production, et ben, pour que la balance reste équilibrée, on vient enlever de la consommation. Ça se fait de l'ordre de quelques dizaines de secondes. C'est ce qu'on appelle la réserve primaire, la réserve secondaire de quelques minutes. Ça, c'est les services systèmes. Dans un deuxième temps, et c'est une opportunité pour les entreprises, et c'est ce qu'on est en train de faire auprès de nos clients, vous pouvez contractualiser ce qu'on appelle un contrat d'effacement. C'est-à-dire que si votre process le permet, on peut trouver un arrangement pour que, moyennant une prévenance suffisante et des conditions que l'on réunit quand on signe ce contrat d'effacement, vous puissiez ne pas consommer certains jours où on va être à des pics de consommation. Dans ce cas-là, selon les conditions du contrat, l'entreprise est rémunérée au moment de l'activation de cet effacement, c'est-à-dire que vous engagez à enlever votre consommation au moment le plus élevé. Et le dernier recours, quand tout ça ne suffit plus, on peut arriver à ce qu'on appelle des délestages. Alors un délestage, c'est quoi? C'est de manière, on va dire, décisionnelle de la part de RTE, quand on voit que ça ne va pas être équilibré, plutôt qu'aller vers un déséquilibre qui pourrait générer ce qu'on appelle des blackouts, ou le réseau Taubrun en château de cartes, on vient enlever de manière systémique des consommations. Et donc on établit de manière prédéterminée des poches, des blocs de 100 mégawatts, répartis sur toute la France. Et donc les listes sont en train d'être établies par les préfectures. Il faut savoir que c'est les préfets de zone de défense qui établissent ces listes. Donc là, les préfets doivent rendre leur liste pour le 15 septembre avec les clients, donc les clients qui soient particuliers, donc les zones de clients particuliers bien entendu et les industriels, classés dans 7 échelons. Alors c'est un peu technique, vous avez 7 échelons de délestage. Dans le dernier échelon, le 7e, qui représente 38% de la puissance totale, on retrouve bien sûr tous les services prioritaires. C'est-à-dire les hôpitaux, les entreprises Céveso, vous allez retrouver les crèches, vous allez retrouver... Là, on maintient l'alimentation. Voilà, tous les services prioritaires de fonctionnement de l'État et la bonne continuité de l'État sont classés dans les clients prioritaires. Et donc, ces critères sont établis d'après un arrêté et un décret qui sont en train d'être... Donc, l'ensemble des clients vont être classés par liste dans ces différents échelons. Et donc, le RTE, en cas de besoin, pourra opérer. Alors, les 7 échelons, si vous enlevez 38%, il reste une dizaine de pourcents sur chaque 6 échelons. Et donc, vous enlevez des échelons, mais on ira... Enfin, ce sera vraiment le dernier recours. Et en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en préparant ça, il n'y aura pas de blackout en France si tous les principes que je viens d'évoquer sont respectés, puisque le délestage sera vraiment le dernier recours et sera tournant, c'est-à-dire que ce sera 2 heures, ça a été annoncé, ce sera 2 heures pendant la période 8h, 13h, 17h30, 20h, et de manière tournante, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours les mêmes qui seront mis à contribution. En tout cas, il y aura des prévenances à J-3, J-1, c'est-à-dire que l'ensemble des clients, de toute façon, qui seraient concernés, qu'ils soient particuliers ou entreprises, seraient prévenus de manière préalable. Donc on est vraiment dans le cas extrême. Je pense que si tout va bien, nous n'arriverons jamais à cette extrémité. On devrait réussir à passer cet hiver en faisant attention, en ayant recours à la sobriété et en répondant positivement aux appels d'EcoWatt. Un peu de solidarité énergétique devrait nous permettre de passer cet hiver. Vous faites tout pour éviter ça. Voilà. Merci beaucoup, Exactement. Mathias. Merci Mathias et Mathieu. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment, c'est sûr, d'être dos au mur aujourd'hui. C'est une période forcément anxiogène pour beaucoup. Et où on appelle, bien sûr, vous l'avez dit, à la sobriété. Alors, le mot fait peur, mais si c'était mieux après, c'est la question qu'on va se poser avec Navi Radiou, qu'on va accueillir, chercheur et expert en innovation en leadership, qui a évolué et s'est fait connaître. Vous êtes dans le top 50, d'ailleurs, des plus grands influents en termes de management au monde. Et vous êtes fait connaître en Inde, aux États-Unis, puis en France. Bonsoir, Navi, venez. Et merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. On va vous laisser intervenir. On va vous entendre pendant une vingtaine de minutes. Navi, ensuite, nous prendrons les questions. Je vous donne la zapette. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà fait avancer les slides pour voir tout marche bien.
Ouais. 2 minutes. Voilà, on va switcher sur votre D'accord, présentation. Voilà, Hop. parfait. OK. Je vais vérifier quand même avant d'aller plus loin. C'est la bonne. Non, c'est la bonne, mais il y a un problème avec la zapette. Donc, attendez, hop. C'est la flèche du bas. Hein. Ah, ça y est, ça commence. C'est ça. Parfait. Bon. Écoutez, en tout cas, je suis ravi d'être retour à Lille. Ça fait 5 ans que je ne suis pas venu. Effectivement, c'était marrant parce que Fanny regardait en disant Nabil va venir parler de sobriété. Alors en fait, je ne vais pas directement parler de sobriété, qui consiste à mon avis à faire moins, mais plutôt à faire comment faire mieux avec moins, qui est donc mon leitmotiv depuis maintenant 13 ans. Alors j'avais écrit des livres il y a dizaines d'années sur le thème de l'innovation frugale, qui consistait à faire mieux avec moins. Mais il s'est passé quelque chose, je vais quand même partager, ça fera du bien aussi de partager, parce qu'en fait, il y a 5 mois, j'ai quitté Paris, où j'habitais avant, pour faire en fait un tour de France dans les régions, pour en fait identifier des initiatives inspirantes en termes d'innovation territoriale. Et donc, il y a eu la rentrée qui s'est faite, et tout le monde parle de sobriété. Donc, quelque part, pour moi, un peu, c'est surréel, parce qu'effectivement, il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Donc la première réalité, c'est qu'effectivement, on l'a reçu de plein fouet durant cet été. C'est les canicules, le changement climatique est réel, qui va aussi, effectivement, on l'a entendu, porter pression sur à la fois deux ressources importantes, qui est à la fois donc l'eau, mais aussi la génération d'énergie. Et puis, effectivement, on entend aussi parler de l'eau, qui tout d'un coup devient une autre ressource. Et entre parenthèses, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant, la sobriété est associée très, très directement à l'énergie. On parle de sobriété énergétique. Mais comme par hasard, on ne parle pas des autres dimensions de la sobriété, y compris la sobriété, par exemple, de l'eau, qu'il faut commencer à maîtriser d'ici peu. Alors, effectivement, quand on regarde, et Fanny utilisait le mot anxiogène, et c'est exactement ça quand on regarde les médias depuis quelques jours, hein, c'est même pas depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Et en particulier, si vous regardez bien, il y a un mot, comme un quiz pour vous. Vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez identifier le mot qui revient de façon fréquente? Pénurie. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sobriété, le mot qu'on associe avec, c'est pénurie. Quelque chose qui manque. Okay? Et en même temps, ce qui se passe, c'est que pendant qu'on est en train de parler trop de sobriété énergétique, il y a une autre problématique dont on parle un peu moins, qui est le problème social. C'est comme si l'écologie est devenue numéro 1 comme problème. Certes, c'est le cas. Mais il y a aussi le problème social qui dure depuis quelques années maintenant, et c'est quelque chose que je vais parler aussi. Le fait, par exemple, qu'un Français sur 4 estime avoir connu une période de précarité les dernières années, et aussi que 51% des Français ont peur de subir l'inclusion à un moment dans la vie à court terme. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, il ne faut pas nier les problèmes. Ce serait vraiment un peu bête de dire qu'effectivement les problèmes n'existent pas. Ce serait une délusion. Donc, il faut accepter qu'il existe un problème. Maintenant, la question, c'est comment on va résoudre ce problème. Et c'est là que je fais appel à notre cher Einstein qui a dit, vous connaissez très bien, on ne peut pas résoudre de problème avec le même état d'esprit qu'il a engendré. Et moi, je paraphraserai Einstein en disant qu'on ne peut pas résoudre, en fait, spécifiquement un même problème avec le même état d'esprit ou la même perspective qu'il a engendré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par perspective? Perspective, c'est en fait un point de vue. Alors, en France, vous savez, on est assez pessimiste, on se plaint beaucoup, et donc on a tendance souvent à voir le verre moitié vide. Et parce qu'effectivement, on réalise qu'on est en train de manquer de ressources. Donc, les ressources peuvent être effectivement de l'eau, l'énergie, argent. Alors, effectivement, quand on est obsédé par la raréfaction de ressources, on réagit comme un chien pavlovien à des injonctions nature-politiques qui nous disent pratiquer la sobriété. Parce qu'effectivement, notre regard est vraiment focalisé sur ce qui manque. Mais ce que j'ai appris, en fait, grandissant en Inde et en faisant des recherches sur justement la sobriété depuis 25 ans maintenant, c'est qu'il est plus sage, plus prudent, en fait, de se focaliser sur ce qu'on a déjà. Et en période de crise particulièrement, là je fais un petit peu de neurosciences un peu amateur, mais notre système limbique n'a pas cette possibilité, en fait, de switcher, en fait, de ce qui manque à ce que nous avons. Parce qu'elle est optimisée pour la survie.
Et donc, c'est important effectivement d'utiliser le néocortex, la partie plus évoluée du cerveau, pour commencer à réfléchir en fait quelles sont des ressources dont on dispose déjà, peut-être en abondance, qu'il faut d'abord identifier. Souvent, on n'identifie pas. Donc, ça commence à une identification avec une célébration. Ça paraît un peu New Age, mais c'est important de célébrer des ressources dont on dispose déjà. Et ces ressources peuvent être nature intangible, comme l'ingéniosité, l'empathie, résilience, mais aussi des technologies existantes ou du capital social. Et apprendre en fait à appliquer l'ingéniosité pour valoriser ces ressources abondantes, pour pallier quelque part à cette rareté de ressources qui est réelle. Alors, je suis quelqu'un de pratico-pratique, et donc ces derniers slides qui est de nature théorique, et à partir de là, ça va aller vraiment très vite et dans des exemples très inspirants. Parce que je vais aussi expliquer que non seulement il faut une nouvelle perspective, mais il faut aussi effectivement un nouveau modèle économique qui nous permet en fait d'utiliser la sobriété comme un levier stratégique pour avoir un plus grand impact sur le plan social et économique. Alors, pour vous montrer de quoi il s'agit cette nouvelle économie, je crois que c'est aussi important de faire un petit clin d'œil à 3 grands défauts majeurs qui existent aujourd'hui dans notre modèle économique actuel, qui se basent sur la compétition et la thésaurisation de ressources, c'est-à-dire que chaque entreprise essaie de préserver de façon jalouse ses ressources, sur la centralisation des moyens de production et l'hyperglobalisation, avec des chaînes de valeur qui ont été hyperglobalisées depuis 20 ans maintenant. Et je dirais cette focalisation sur le développement durable, qui est très important, qui nous permet effectivement de réduire les déchets, les émissions et pratiquer la sobriété. D'ailleurs, c'est intéressant, je n'y ai pas pensé, mais la sobriété, quelque part, va dans cette logique de développement durable, qui est bien. Mais je crois qu'on peut aller plus loin et penser à créer une nouvelle économie qui promouverait en fait la coopération et le partage de ressources, qui permettrait la décentralisation des moyens de production et une économie de proximité, non seulement en termes de consommation, mais même en termes de production. Et puis finalement, qui irait au-delà du développement durable, qui permettrait ce qu'on appelle la régénération, ou ce que j'appelle la triple régénération, c'est-à-dire régénérer les individus, les territoires et la planète simultanément. Dernier slide, dernier mot théorie. Ça y est, c'est bon. Là, on y va en pratique. Alors, cette économie frugale, je l'ai découverte depuis 6 mois, pendant que je fais mon tour de France. Elle est déjà émergente, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une théorie. Elle est déjà là en France, simplement portée dans les territoires. Ce n'est pas quelque chose qui est en train d'émerger de façon nationale. Elle est portée, entre autres, par des citoyens et des entrepreneurs et des consommateurs engagés. Et cette économie frugale, sa raison d'être, c'est nous aider à produire mieux, consommer mieux, vivre mieux, tout en étant sobre en ressources. Donc la sobriété, elle est là, mais ce n'est pas la finalité en soi-même. C'est juste un moyen pour atteindre quelque chose de plus noble. Et cette économie frugale s'appuie sur 3 piliers que je décris maintenant. Le premier pilier, c'est le partage inter-entreprise, qui permet aux entreprises de mutualiser, de partager les ressources. Et ça existe depuis des années, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des plateformes technologiques, numériques, qui permettent d'accélérer ce processus. Et ça, c'est important de dire aussi, parce que ces 3 piliers, ça fait 15 ans que j'étudie, et 15 ans, j'ai trouvé des modèles, enfin des exemples concrets. Ce qui s'est passé, à mon avis, depuis quelques années, c'est qu'il y a une accélération. On peut parler quelque part d'une accélération de cette émergence et non pas quelque chose qui est en train d'émerger tout d'un coup de zéro, quoi. Et deuxième pilier important, c'est la production décarbonée ou la relocalisation, si vous voulez, décarbonée, en s'appuyant sur des circuits courts en termes de chaînes de valeur qui sont sobres et propres. Et puis le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la triple régénération qui va au-delà du développement durable. Donc, on va commencer avec le partage inter-entreprise. Alors, le partage inter-entreprise, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé dans le monde des particuliers avec l'économie de partage. Vous connaissez bien Uber et Blablacar. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés et des plateformes qui permettent aux entreprises aussi de mutualiser, de partager leurs ressources. Ces ressources peuvent être, par exemple, des déchets. Vous connaissez bien, c'est ce qu'on appelle la symbiose industrielle, qui a été pratiquée dans les pays nordiques depuis des décennies maintenant, comme ici le cas au Danemark, où des entreprises colocalisées se partagent les déchets et ressources de façon symbiotique. Mais aussi, on découvre ce genre d'initiative de plus en plus dans les régions, Moselle et Alsace, pardon, Lorraine Nord, et un leadership numéro 1 en France en termes de ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Ils en ont 127 actuellement. Ça, c'est un des exemples qui permet aux entreprises de effectivement valoriser leurs déchets de façon synergique, tout en employant des personnes en difficulté. Donc, c'est un double impact écologique et social. Donc, on peut commencer à partager déchets
qui est quelque chose de, disons, qui ne contient pas, par exemple, la propriété intellectuelle. Donc, finalement, mes déchets, vas-y, je te les vends. Pourquoi pas, ça génère un peu de revenus et c'est bon aussi pour l'économie. Mais ensuite, on peut aussi penser à partager des équipements. Alors, encore une fois, il y a des plateformes qui sont émergées depuis à peine 4 ans maintenant qui facilitent ça. Ça, c'est Batimat, Shermat, pardon, dans Grand Ouest, qui permet aux professionnels du BTP de mieux valoriser leurs équipements sous-utilisés en les partageant. Donc, ça peut être des équipements aussi. Enfin, il y a aussi des plateformes dans le domaine industriel qui émergent comme Entrepair, dans l'Isère, qui met en contact des entreprises avec des sous-traitants qui visent en fait à maximiser la production, la capacité de production. Et un bénéfice de ça, c'est non seulement optimiser sur le plan économique la viabilité des sous-traitants industriels, mais aussi surtout de préserver des savoir-faire précieux dans les territoires. Okay. Et durant Covid, ce genre de plateforme a joué un rôle très important pour justement viabiliser un peu le tissu industriel local. Alors ça, c'est au niveau des ressources industrielles, déchets, équipements industriels. Mais là où c'est devenu très intéressant durant Covid, vous savez que derrière chaque crise, il y a une opportunité. Et ça s'est passé en 2020 et ça n'a pas été trop mentionné. En mars 2020, le président Macron est allé visiter l'usine de Colmy Open, qui est le plus grand fabricant de masques à côté d'Angers, parce qu'ils ont pu doubler leur capacité de production en juste quelques jours. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en fait, ça a été possible parce que Colmy Open a emprunté temporairement des salariés sous-utilisés d'autres entreprises situées près d'Angers, y compris Scania, qui est un sous-traitant du secteur automobile. Alors, ils n'ont pas pu faire comme ça facilement, encore une fois, parce que les acteurs économiques et politiques de la région avaient mis en place, peut-être de façon presciente, une plateforme de mutualisation de ressources qui s'appelle Solutions et Partage, qui a été mise en place par le Conseil régional de Pays de la Loire, mais qui ensuite est déclinée de façon personnalisée dans chaque territoire. Et donc, rapidement, Colmy Open a pu identifier d'autres compétences qui existaient dans d'autres entreprises et donc pu recruter ces experts-là pour booster la capacité de production et donc aussi sauver des milliers de vies parce qu'ils ont pu livrer les masques assez rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé durant 2020 ? Pour moi, c'est une année magique personnellement. C'est que justement, d'autres territoires ont aussi lancé plein d'initiatives comme ça, comme c'est le cas en Occitanie, une autre région connue pour l'industrie, où ils ont mis en place Passerelle Industrie pour permettre justement aux entreprises de la région de pouvoir prêter leurs salariés et de partager leurs compétences. Et il y a d'autres modèles qui émergent actuellement en termes de partage. Alors, même le terme n'est pas bien défini parce que c'est polymorphe. Donc, on parle de partage de salariés ou prêt de compétences. Et puis, il y a aussi d'autres plateformes qui s'inscrivent dans cette même logique, comme par exemple Hydre, qui est basé dans le parc de Cévennes, mais qui a une portée nationale, qui accompagne la mobilité volontaire des professionnels d'une entreprise à une autre entreprise. Donc, c'est une plateforme de partage d'employés entre employeurs. Okay. Ce n'est pas un groupement d'employeurs, c'est important, parce que le contrat n'est pas signé avec un GIE, mais directement entre deux entreprises qui se partagent les employés ou les compétences. Et puis, il y a d'autres modèles qui émergent qui sont aussi assez intéressants, particulièrement pour les ETI et PME, comme par exemple Venetis, qui permet effectivement de recruter des experts en CDI et ensuite se les partage sur la base d'un projet, entre les 360 membres, dont la majorité sont des ETI. Donc l'idée, c'est de évoluer du temps partiel à ce qu'ils appellent le temps partagé. Et là où ça devient intéressant maintenant, c'est qu'on commence à voir, ça vient d'être lancé la semaine dernière, c'est qu'en fait, il y a des pôles de compétitivité, ou des clusters comme on appelle. Par exemple, NextMove, c'est un pôle de compétitivité orienté vers la mobilité, qui est simultanément basé en Normandie et en Île-de-France. Eux, ils viennent de lancer la semaine dernière ce qu'ils appellent Genesis, qui va être en fait une plateforme de partage de compétences et de ressources physiques aussi, parmi les membres de cette communauté-là. Alors, dans un rapport publié avec Terra Nova, j'ai identifié en fait les différents types de ressources que les entreprises peuvent partager. Ça peut être des matériaux, des locaux, des salariés, mais aussi, et ça c'est une surprise pour moi, même la propriété intellectuelle peut être partagée pour mieux la valoriser et surtout avoir un impact positif sur le plan social et écologique.
Par exemple, il y a 2 ans, Danone a ouvert sa collection de 1800 souches de ferments lactiques et de bifidobactéries. Ils l'ont mis pour la cause de la recherche, pour justement permettre aux chercheurs du monde entier de pouvoir collaborer et collectivement trouver des solutions contre la faim et la malnutrition dans le monde. Okay. De même, le fabricant de jeans Levi-Strauss a développé en interne des technologies qui réduisent la consommation d'eau. Vous savez que la production de jeans est très consommatrice en eau et qui réduit jusqu'à 96% la consommation d'eau. Et une fois qu'ils ont eu une forme d'exclusivité pendant 2 ans, ils ont mis ça en droit libre pour permettre d'augmenter la performance écologique de tout le secteur du textile. Ils ont mis ça en droit libre. Okay. Donc, il y a aussi cette idée qu'en partageant en fait la propriété intellectuelle, on peut aussi mieux la valoriser de façon sectorielle ou dans un territoire particulier. Alors ça, c'est le premier pilier qui est le partage inter-entreprise. Le deuxième pilier, c'est la production décarbonée, ou on peut appeler ça, j'aime pas ce terme, mais bon, la relocalisation décarbonée. Bref, moi je préfère production décarbonée avec des circuits courts. L'idée, effectivement, ici, c'est de remplacer des chaînes de valeur, des chaînes logistiques qui ont été hyper globalisées, hyper polluantes, avec des chaînes de valeur qui seront à la fois sobres et propres, et surtout localisées de bout en bout en France. Donc, on parle de l'économie circulaire. Donc, ce que je montrais, en fait, c'est qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'avoir un réseau mondial, on a des boucles maintenant, des boucles de production. Et donc, on va de made in France à remade in France, okay, refabriqué en France. Et comme vous pouvez voir, ces boucles peuvent s'effectuer soit de façon nationale, soit de façon territoriale. Donc, je donnais 2 exemples hyper excitants, parce que ça va être lancé le 15 septembre. Alors, ça, c'est un premier exemple. Voilà. Alors, il faut savoir que 95% des textiles qu'on consomme en France est importé. Et le secteur textile est le 2e plus grand pollueur au monde après le pétrole. Donc, en Mayenne, le 15 septembre, ils vont inaugurer la plus grande usine de recyclage de textile en Europe, qui va à terme recycler jusqu'à 30 millions de vêtements par an, générant ainsi 9000 tonnes de fibres recyclées, qui peut être utilisées pour fabriquer des vêtements, comme je le dis, non pas made in France, mais remade in France. Donc, il a été estimé que si on pouvait produire en France des vêtements avec des matières recyclées, on peut diviser par 10 les émissions du secteur textile et aussi regagner notre souveraineté industrielle. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette usine va aussi employer des personnes en difficulté. Donc, ça a aussi un impact social qui est assez important. Okay. Alors ça, c'est plutôt une usine assez massive, hein, comme vous pouvez constater. Donc c'est une boucle nationale, quoi. C'est-à-dire que ça va produire, ça va être utilisé probablement par d'autres acteurs du textile, de fabricants de vêtements à travers la France. Et je voulais citer cette phrase de Éric Boel, qui est le DG de tissage de Serlieu, une entreprise que j'adore, à côté de Lyon, qui est en fait un des 3 cofondateurs de cette initiative. Et ça, c'est une idée assez intéressante. Là aussi, on va de façon fractale le concept de partage. Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont partagé? C'est les investissements. Ils ont mutualisé les investissements. 3 entreprises, Muliez Flory, qui est une entreprise qui date de 200 ans, comment ça s'appelle, TJV, je crois, Industrie, qui est en fait notre entreprise de textile, qui est de 160 ans. Et puis ça, c'est le Benjamin, les stages Terlieu, ils ont 120 ans. Alors pourquoi je cite ça aussi? Parce que ce qui m'a beaucoup excité dans ça, c'est que, vous savez, on dit la phrase « les éléphants sont capables de danser », même les dinosaures sont capables de danser. Simplement, ils mutualisent leurs ressources. Okay. Et comme il le dit très bien, c'est qu'en France, encore une fois, hein, le verre moitié vide, on n'a pas de champ de coton, mais on a beaucoup de coton qui sont dans le placard. Donc il faut effectivement créer des processus, de nouveaux processus maintenant, qui nous arrivent à recycler ça à grande échelle et de façon sobre en énergie. Alors ça, c'est un autre exemple que personnellement j'adore, parce qu'en fait, là, on va dans les petites boucles, vous vous rappelez, le graphique, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de développer des usines qui vont s'appuyer sur ce qu'on appelle la bioéconomie. Donc la bioéconomie, effectivement, c'est une économie qui remplace les matériaux qui sont basés sur la pétrochimie avec des matériaux naturels, matières premières, si vous voulez. Donc concrètement, Afiren Neoxy, c'est une bio-raffinerie qui vient d'être lancée cette année dans le Grand Est. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'en fait, ils utilisent les déchets agricoles issus, par exemple, de l'industrie sucrière et la culture de betterave, qui ensuite rentrent dans une bio-raffinerie. Donc il y a une fermentation qui se fait.
Et ensuite, après purification et filtration, ils arrivent à en extraire 7 acides organiques qui vont être appliqués, trouver 7 applications dans 7 industries différentes, okay, allant de cosmétiques à pharmaceutiques, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les fournisseurs sont situés dans un rayon de 200 km de l'usine et les clients aussi sont situés dans un rayon de 200 km. Donc l'idée, c'est graduellement déployer ce genre d'usine, de circuits courts, c'est pour ça que je l'appelais circuits courts, dans les différents territoires ils vont être, en particulier l'Amérique du Nord et l'Asie dans les 3 ans à venir. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais aussi l'industrie circulaire, biosourcée, mais aussi géosourcée. Ça, c'est un autre exemple que j'aime bien. Bénédicte Jézéquel, qui est la cofondatrice et DG de Silvadec, qui est un leader français et même européen de ce qu'on appelle le bois composite, qui est un mélange de farine de bois et polyéthylène, qui est basé dans le Morbihan. Et eux, c'est pareil, parce qu'effectivement, son usine est basée dans le Morbihan. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'avant, elle a essayé d'importer du bois recyclé de la Chine. Ce n'était pas très fiable, parce qu'elle ne pouvait pas mesurer la qualité des matières premières. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a investi. Donc, c'est une intégration verticale. Et d'ailleurs, je crois qu'on entendra beaucoup parler, à mon avis, de ce concept qui, pendant longtemps, a été honni, l'idée d'intégration verticale. Donc, elle a investi dans une usine dans le Morbihan qui est capable, effectivement, de recycler les copeaux et les sciures de bois qui sont ensuite utilisés pour faire des lames dans l'usine de Silvadec, qui sont ensuite distribuées dans la France et ailleurs. Et aujourd'hui, ils sont en train de répliquer ce même circuit court en Allemagne et potentiellement dans d'autres pays européens. Okay. Et puis finalement, on arrive au 3e pilier qui est la triple régénération. Alors ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps en utilisant un exemple concret pour faire découvrir en fait ce concept-là. Alors c'est un concept, comme j'expliquais, qui va en fait au-delà du développement durable. Parce que le développement durable, c'est un concept qui date à peu près maintenant d'une 30 à 40 ans. Et une des entreprises en Occident qui a été la pionnière à adopter le développement durable, c'est une entreprise qui s'appelle Interface, qui est un leader mondial de revêtement de sol. Et leur patron, Ray Anderson, dès 1994, avait fait cette déclaration un peu sensationnelle en disant un jour, les patrons comme moi iront en prison, parce qu'effectivement, c'est l'industrie qui dépend beaucoup de la pétrochimie. Et il avait donc déjà anticipé la crise climatique et il voulait effectivement que l'entreprise devienne emblématique en termes de réduction d'émissions carbone. Et donc, ils se sont lancés dans un programme en 1994 qui visait à devenir une entreprise zéro carbone. Et ils ont réussi cette prouesse il y a 3 ans maintenant, en devenant effectivement une entreprise durable. Parce qu'aujourd'hui, tous les produits sont carbone neutre, ils sont zéro carbone. Alors effectivement, comme vous pouvez voir, une entreprise durable, pour moi, c'est une entreprise qui cherche à réduire l'empreinte carbone et les déchets, en particulier avec l'économie circulaire, qui peut effectivement avoir un impact assez important en termes de performance économique, sociale. Mais là, on est vraiment dans cette idée de faire moins de mal. Donc, dire, finalement, on a pollué beaucoup, on utilise beaucoup de ressources avant, maintenant on va polluer moins, on utilise moins de ressources. Mais en fait, une entreprise régénératrice, voilà, c'est ce que Interface a réalisé, mais ça a pris quand même, vous voyez, 25 ans pour déjà arriver à ce stade-là, quoi, qui est effectivement devenir carbone neutre. Mais là, ils disent, vu l'urgence climatique, il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que Ray Anderson avait, de façon presciente, avait déjà dit il y a 20 ans, son objectif était de ne pas s'arrêter à une entreprise durable, mais devenir une entreprise régénératrice. Alors, une entreprise régénératrice, effectivement, va au-delà des développement durable parce qu'elle ne cherche pas juste à faire moins de mal à la société et à la planète, mais consciemment faire plus de bien, avoir un impact positif. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est booster, c'est ma définition un peu simpliste, mais booster la santé, mais aussi la vitalité, à la fois des individus, sur le plan physique, mental, affectif, tout ce que vous voulez, et aussi les lieux ou les territoires, et enfin la planète. Donc c'est ce que j'appelle la triple régénération. Alors dans le cadre d'Interface, peut continuer. Donc depuis 2 ans maintenant, ils ont un nouveau programme qui s'appelle Climate Take Back, qui consiste à inverser la courbe de réchauffement climatique. Et ils ont 4 piliers qui s'appuient sur ce programme-là. Et un des piliers, c'est ce qu'ils appellent aimer le carbone, c'est-à-dire comment utiliser le carbone comme nouvelle matière pour en faire de nouveaux produits.
Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, depuis l'an dernier, ils ont commencé à lancer de nouveaux produits qui sont carbone neutres, donc qui captent plus de carbone durant le cycle de production qu'ils en émettent. Il va y avoir tous les produits qui vont devenir carbone neutres dans les 10 ans à venir. Et ils sont en train de piloter aux États-Unis une nouvelle usine qui, en fait, essaie d'imiter la nature, ce qu'on appelle biomimicry. L'idée, effectivement, c'est que cette usine va non seulement être moins polluante, moins énergivore, mais va rendre ce qu'on appelle des services écosystémiques pour la communauté locale. Alors, ces services écosystémiques peuvent être, par exemple, de l'eau potable qui est générée comme un dérivé de production, système de production. Ou alors, ça peut être l'excédent de l'énergie renouvelable qui peut être offert pour les PME ou des entreprises de la région ou de la communauté, par exemple. Donc, l'idée, c'est effectivement de créer une entreprise qui aurait un impact positif, une usine qui aurait un impact positif sur l'écosystème local, comme la nature le ferait, quoi. Donc, c'est ce que j'appelle la triple génération. C'est effectivement aller au-delà du développement durable et essayer de voir comment on peut consciemment avoir un impact positif à la fois sur les individus, sur le territoire et sur la planète. Donc, voilà. Donc, pour conclure, je dirais que la sobriété, pour moi, c'est pas une finalité en soi-même. Moi, je vois ça plutôt comme un moyen pour créer une nouvelle économie qui serait impactante sur le plan social, écologique, que j'appelle l'économie frugale, et qui s'appuierait sur 3 grands piliers, donc le partage inter-entreprise, la production décarbonée avec des circuits courts, et enfin la triple génération. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et là, c'est des articles et des rapports que vous pouvez lire en fait, qui vont plus loin sur ces 3 piliers que j'avais introduits. Merci beaucoup. Merci Navi. Venez vous installer pour les questions, Navi, si vous voulez bien. On va prendre quelques questions. Et alors, peut-être pour expliquer, vous arrivez et vous allez vous installer d'ailleurs dans les Hauts-de-France pendant quelques temps. Vous allez poursuivre votre tour de France, c'est ça ? En effet, exact. Voilà. Et donc, vous êtes arrivé il y a quelques jours à Lille pour découvrir aussi les Hauts-de-France. C'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple des Hauts-de-France, mais on pourrait citer les équipes Rêve 3 où Frédéric Motte ferait ça beaucoup mieux que moi. Mais je pense à vous présenter le relais Métis qui récupère des tissus usagés pour refabriquer des panneaux isolants biosourcés avec des personnes en réinsertion. Il y a Le Malieu aussi, entreprise textile chez nous, 170 personnes qui fait de l'upcycling textile en accueillant des startups et des jeunes créateurs. Voilà, il y a Geco, il y a plein de boîtes ici qui font des choses canons. Donc voilà, ils sont à votre dispo pour vous les présenter, pour qu'elles apparaissent aussi dans cette très belle présentation, puisqu'on a... avec Rêve 3 aussi ce temps d'avance pour pas mal d'entreprises. Mais c'est aussi l'idée, c'est justement en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a un nouveau modèle qui émerge. Et donc, ensuite, c'est de faire ce qu'on appelle un exercice de mapping, quoi. Dire, voilà, il y a les 3 piliers, Navi en a parlé. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'utilise pour le conduite de changement dans les entreprises. C'est-à-dire, au lieu de dire, voilà, c'est quelque chose de nouveau, ben non. Navi en a parlé, mais nous, on l'a fait, quoi. Et puis commencer à créer justement un effet d'émulation, d'exemplarité, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que les territoires ont besoin de savoir qui d'autre l'a fait, quoi. Donc c'est bon non seulement pour vous, pour quelque part avoir une certaine fierté régionale, territoriale, mais aussi pour inspirer d'autres territoires, pour dire oh là là, mais eux ils sont en train de faire, nous il faut qu'on se mette aussi. Carrément, quoi. Tout à fait. On va prendre des questions. Alors il y a des questions sur le streaming, mais priorité peut-être à ceux qui sont ici avec nous. Je vais équilibrer. Voilà, on va passer un micro. Tiens Julie, je te remercie. Une question là-bas. Monsieur. Alors, s'il y a des questions aussi pour la première partie, c'est tout à fait possible. Hein, c'est open. Christophe Hacht, je suis militaire et ingénieur. Est-ce que vous pourriez définir, mais physiquement et concrètement, ce que ça veut dire sobriété ? Parce que depuis tout à l'heure, on en parle beaucoup, mais l'objectif, à ma connaissance, c'est 2 tonnes de carbone d'ici 2050, par tête d'habitant. Ça, c'est de la sobriété concrète et physique. Donc, comment votre modèle, à vous, il permet de faire ça, et comment les entreprises qui sont censées s'insérer dans cet objectif du plan, enfin de Paris, si mes souvenirs sont bons, on va le faire. Parce que là, pour l'instant, on parle de production, mais pas de sobriété, hein, à mon sens. En fait, il y a 2 aspects. Je crois que Mathias et Mathieu peuvent expliquer mieux que moi, parce qu'effectivement, l'aspect sobriété purement énergétique, effectivement, on en parlait durant la discussion auparavant. Il y a différentes façons, effectivement, de réduire la consommation d'énergie. Mais moi, je voulais quelque part, si vous voulez, déjà élargir la définition même de sobriété pour dire que ce n'est pas uniquement l'énergie, c'est toute autre forme de ressources
qui vont se raréfier, quoi. Donc, ça peut être l'eau pour commencer, ça peut être d'autres matières premières. Donc, secteur après secteur, c'est de voir, en fait, ce qu'on appelle, vous savez, une analyse de chaîne de valeur pour voir, en fait, quelles sont les matières premières qui vont être, en fait, qui vont se raréfier ou alors vont devenir trop chères. Auquel cas, il faut apprendre effectivement à réduire la consommation de ces matières premières-là. Donc aujourd'hui, on parle d'énergie parce que c'est une réalité concrète. Mais mon idée aussi aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que la sobriété, pour moi, c'est beaucoup plus que juste l'énergie, quoi. Et si on n'a pas une approche systémique, holistique, qui en fait fait un état du lieu de toutes les ressources dont on va faire cours, on va avoir affaire à ce que j'appelle, désolé de dire ça, une forme une réaction des entreprises, de la classe politique. J'appelle ça l'incrémentalisme intellectuel. C'est-à-dire que cette année, on va dire la sobriété, on va faire ça sur l'énergie. Dans 2 ans, on va dire on va faire une autre politique sobriété, mais cette fois-ci sur l'eau. Et ensuite, ce sera une autre sobriété autour d'une autre ressource naturelle, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas autant profiter de cette crise, je peux me mettre comme ça, dire on va faire un diagnostic. Je ne sais pas si l'outil de Rêve 3 va aider à ça, c'est de dire finalement, on va aider à mesurer en fait là où il risque d'y avoir une déficience court terme ou peut-être même moyen terme en termes de différentes ressources. Ce qu'on appelle les entrants, c'est ça en anglais, on appelle ça inputs, quoi, tous les inputs. Et là, on va réaliser que finalement, au-delà de l'énergie, il y a peut-être d'autres problèmes. C'est le cas, par exemple, de Sylvadec. Pour eux, c'est marrant d'ailleurs. Hein. Elle a dit, je répète, mais elle a dit pour elle, sobriété, ce n'était pas l'énergie. Avant même, c'était le bois, la provision de bois. C'est ça, pour elle, c'est un grand problème. Donc, de son point de vue, la sobriété s'appliquait plutôt à l'approvisionnement du bois. Et c'est ça qu'elle voulait effectivement rendre plus viable. En réduisant effectivement l'approvisionnement du bois qui était importé. Et non seulement importé, mais rentrer dans cette logique circulaire de dire finalement, on ne va pas aller chercher du bois vierge pour en faire la farine de bois. On va essayer de recycler ça, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle a dit effectivement, certes, il faut qu'on s'adapte à la sobriété énergétique, mais pour nous, de façon stratégique, le besoin était autour de l'approvisionnement de matières premières qui était le bois, particulièrement la farine de bois. Donc je dirais que finalement, après je serais ravi aussi de demander à Mathias et Mathieu de commenter, mais pour moi, la sobriété, c'est de réduire en fait la consommation, mais pas de façon tactique, de façon réactive, parce qu'effectivement, on a une injonction de le faire, mais plutôt de façon stratégique. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux ajouter quelque chose. Mathieu, rapidement, oui. Ça ne fonctionne pas. Non, il fonctionne. Tiens, Ah si, c'est bon. Merci. Bon. Je ne sais pas si je trouve que c'est une bonne question. Il faut qu'on redéfinisse la sobriété. Simplement, le mot, il est devenu à la mode parce qu'on faisait l'inverse, non? Enfin, je ne sais pas, moi j'ai l'impression pour moi-même. Ok. Plus la consulte. Ça c'est. Mmh. 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 Oh. Bien sûr. Okay. Okay. Oui, oui.
On a pas mal de questions. Alors Mathias, très rapidement. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Et vous Il y a- pourrez échanger un peu plus largement tout à l'heure. Il y a la décarbonation, c'est-à-dire comment on réduit nos émissions de CO2. Et après, dans la sobriété, un exemple type. Alors c'est un peu l'effet aussi. On parle de sobriété. Avant, on parlait de décarbonation. Avant, on parlait encore d'autres choses. Un exemple tout simple, quand on parle de sobriété énergétique, quand on passe d'une mobilité thermique à une mobilité électrique, on a un rendement qui est à 30% d'un côté, on a un rendement qui est à 90% de l'autre. Si vous parlez qu'en énergie, non mais énergétiquement, elle vient d'où elle veut. En tout cas, elle consomme 3 fois moins en énergie. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle soit faite d'électricité décarbonée que d'électricité où elle est faite à partir d'une centrale au charbon. Sinon, on a inventé la voiture au charbon. Donc ça marche pas. Mais la sobriété, c'est ce qui se passe pas en France. Voilà. Mais on est bien d'accord. Donc la vraie difficulté, c'est que l'on raisonne à la fois en termes de sobriété énergétique et après, quelle énergie on utilise pour qu'elle soit la plus décarbonée possible pour atteindre justement l'objectif de décarbonation que vous évoquez. Vous pourrez poursuivre le débat tout à l'heure. Si vous voulez bien, on va prendre une autre question, parce qu'il y a beaucoup de questions, on a un peu de retard. Oui, monsieur. Alors, vous m'entendez? Très bien, allez-y. Je me présente, Youssef Adiage, d'Art Inclusif. Il y a 2 réflexions que je me fais. Après, je vous poserai les questions en question. Enfin, peu importe, peut-être un témoignage, parce que c'est pas incompatible. Tout à l'heure, vous parlez du verre d'eau. J'aime beaucoup cette blague qui dit un verre à moitié plein, c'est un optimiste qui le regarde. Un verre à moitié vide, c'est un pessimiste. Et un scientifique, il se dit que le contenu ne correspond pas au contenant. Voilà. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, je pense aussi que faut spiritualiser le débat. Je pense vraiment, je vous donne un exemple tout con. Moi, j'ai vu un documentaire il y a quelques années qui était superbe. On voyait en Afrique une personne au Sénégal fabriquer des fours avec de la tôle de voiture. Mais magnifique, les tôles de voiture. Enfin, vraiment, le four était crédible de chez crédible. Vraiment superbe four fabriqué top du top. Et il disait, ce que vous appelez écologie, nous appelons ça nécessité. Vous redonnez le sens à la nécessité finalement. Et je pense aussi qu'il y a des pratiques passées qui sont naturellement de la sobriété. Je pense aux jeunes, pas seulement. Je pense aussi que, par exemple, un truc tout con, moi je censure ma voiture actuellement. Ça m'a permis de perdre 9 kilos, ce qui est quand même pas mal. Il y a des avantages. Au lieu d'aller dans une salle de sport, faire du sport, ce que je veux dire, finalement, parfois il faut censurer certaines choses et avoir un réflexe en disant, bah, tiens, je vais peut-être prendre une demi-heure de plus. Au lieu de passer du temps devant un smartphone, marcher, des choses qui sont toutes simples finalement, vous voyez ce que je veux dire. Et donc moi j'ai fait partie d'une association qui avait fait du brainstorming citoyen. On essayait de réfléchir et justement c'est un peu ce qui était remonté, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques anciennes. Par exemple, je me rappelle d'un jeune chrétien qui faisait le jeûne de l'écran pendant le carême. Voilà, pendant 40 jours, il ne regardait plus l'écran. Et il disait, voilà, je vais essayer de... Et je trouve que c'est plutôt la relation aux objets qu'on a qui est très problématique. Et je trouve qu'il faut revenir à... Enfin, moi, je trouve que l'écologie, c'est un sport de riches, objectivement, quoi. C'est-à-dire que on devrait revenir à quelque chose de la nécessité, du bon sens et des logiques qui sont... Parce que, je veux dire, à l'Afrique, la sobriété, elle connaît, quoi. On lui a pas besoin de lui apprendre. L'Inde connaît ce que c'est que la sobriété. Il y a un certain nombre de continents qui connaissent tout simplement cette notion de sobriété. Et je pense que ce sont des concepts finalement qui... c'est cette fameuse logique du colibri, quoi. Donc moi, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est comment capitaliser toutes ces petites idées finalement et amplifier le mouvement, quoi, parce qu'elles existent déjà. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller chez Basic Fit pour faire du sport et qui vont simplement faire de la sobriété et qui vont leur permettre de perdre un certain nombre de kilos. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire comment on peut transposer ce genre de démarche. Et Monsieur Naviraju connaît, puisque vous avez vécu dans les années 70 en Inde, et il y avait des coupures, on en parle aujourd'hui, des coupures d'eau, d'électricité, 3 fois par semaine, vous m'avez raconté, donc c'était déjà la sobriété. Vous voulez que je sois controversial ou pas? Allez-y. Non, parce qu'en fait, ce que je veux dire, merci de le dire, parce que je n'ai pas osé le dire, en fait, donc merci de me donner le courage de le dire. Parce qu'en fait, ce qui m'agace, c'est que, voilà, dans les années 70, j'ai grandi à Pondichéry et l'eau était rationnée, donc l'eau arrivait 2 heures par jour le matin. L'électricité n'était pas du tout fiable. Donc, on avait au moins 4 coupures par jour.
Donc, ça veut dire quoi? C'est d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre, hein, L'innovation Jugaad, que je suis venu lancer à Lille, justement, il y a 8 ans. L'idée, c'est de dire, finalement, le débat actuel en France, c'est que la sobriété, elle n'est pas là. Alors, si vous voulez bien subtilement regarder bien les titres des articles, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'on va manquer d'eau? Est-ce qu'on va manquer d'électricité? Eh ben moi, quand j'ai grandi à Pondichéry, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est un point d'exclamation. It's a given, c'est un fait. Alors, une fois que la sobriété est un fait, alors c'est un peu le métaphore, hein, c'est un peu maladroit comme analogie, mais moi, ça veut dire que ça devient une réalité concrète. Donc maintenant, je dois apprendre à danser dessus, comme un stage. Alors qu'aujourd'hui, la façon dont se présenter en France, sobriété, c'est comme un plafond à atteindre, quoi, un objectif, héroïquement. Soit héroïquement, ou alors il faut serrer les ceintures, quoi. Et donc, c'est pour ça que pour moi, personnellement, et je suis d'accord avec vous, c'est que est-ce qu'on veut attendre qu'on arrive à cette phase où vraiment la sobriété devient choisie, parce qu'on n'a pas de choix, auquel cas on est subi, ou alors, et je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la discussion avec Mathias, ou alors, moi je crois encore, il y a une fenêtre de tir où on peut s'adapter, quoi, et non pas subir. Auquel cas, effectivement, et là je rejoins votre réponse, il faut 2 choses. C'est pour ça que, innocemment dans l'icône, vous voyez bien, c'est produire mieux, consommer mieux, vivre mieux. C'est-à-dire qu'il faut un triptyque. Donc chacun doit jouer son rôle, effectivement, individuellement les consommateurs, donc ça on connaît bien, le colibri, aussi la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Mais aujourd'hui, je voulais quand même focaliser sur aussi l'offre, parce qu'il va y avoir les deux, et ça on n'en parle pas. Je vous donne un exemple concret. Il y a des entreprises, de fabricants de jeans Lévi-Strauss, ils disent en 2025, ils vont réduire l'émission à 0 et la consommation d'eau de 75%. Donc on voit de leur côté le graphique qui montre qu'en 2025, eux, ils deviendront une marque vertueuse. Mais il s'avère que 60% de la consommation d'énergie et d'électricité durant le cycle de vie d'un jeans, c'est une fois qu'on l'achète. Et donc la responsabilité incombe à nous, le consommateur aussi, de devenir sobre. Et donc c'est là que je crois qu'il va y avoir un petit problème. C'est que où s'arrête la limite entre... Enfin, je veux dire, c'est qu'il faut à la fois produire sobrement et consommer sobrement. Et je crois aussi que des fois, les marques ont un rôle à jouer à ce que j'appelle dans mon livre façonner le comportement. Et aujourd'hui, on peut le faire. On a par exemple le Fitbit qui donne le numérique peut aider à ça. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pour ça que ça m'a fait du bien de venir à cet événement parce que voilà, je pense c'est l'hystérie en fait. Rien que cette semaine, le nombre de journalistes qui m'ont contacté et le nombre d'entreprises qui m'ont contacté, c'est une centaine, quoi. Ils sont tous en mode panique. Et quand on est en mode panique, c'est le système limbique, hein, c'est on coupe, quoi. Il n'y a aucune créativité, aucune ingéniosité, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a, et c'est bien justement en France, on est démocratie, on aime bien avoir ces discussions. Et la question de monsieur, le tout débat, au tout début, c'est important. C'est déjà, il faut qu'on définisse de quoi on parle. Et chacun a sa propre interprétation de la sobriété, quoi. Mais à un moment donné, il faut arrêter de débattre, je crois, et passer un peu à l'action. Et c'est là aussi, je pense, que les entreprises peuvent aussi vous aider, comme EDF et d'autres, quoi. Une autre question, allez-y, c'est le moment. Vas-y Didier, sinon j'ai le temps que tu prennes le micro, il y a une question qui est arrivée sur le streaming. Est-ce que le partage B2B est compatible avec la culture française ? Très vite, Ah oui. par rapport à tout ce que vous avez dit, Navi, l'écologie industrielle et territoriale, en région, si vous faites votre tour de région, Ecopal à Dunkerque, exact. Première association d'écologie industrielle, montée avec Søren Erkman, qui est le grand Manitou de l'écologie industrielle et qui a développé la plateforme de Kalundborg au Danemark en particulier. Oui. Et par contre, une question, vous n'avez pas du tout abordé, c'est pas forcément le sujet, mais le biomimétisme, on a du biomimétisme ici sur la région. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, biomimétisme, en fait, je vais intervenir à l'Université de la Terre, qui est une grande conférence à Paris, à l'UNESCO. Moi, je crois que le biomimétisme aujourd'hui s'applique à ce que j'appelle le savoir-faire. Donc l'entreprise qui veut devenir plus efficient, plus performant, on s'inspire de la nature pour augmenter en productivité ou effectivement mieux utiliser les ressources. Mais moi, je crois que, alors c'est un peu personnel, hein, mais bref, je veux dire quand même, moi je parle de biophronésis. Phronésis, c'est un terme en grec qui veut dire la sagesse. La sagesse pratique, hein. Ce n'est pas la sophia qui est une sagesse un peu spirituelle. Donc les Grecs parlaient de phronésis qui est une sagesse concrète, tous les jours, comment je pratique la sagesse, quoi. Et biophronésis veut dire comment on s'inspire de la sagesse de la nature
dans notre savoir-être et non pas juste améliorer notre savoir-faire. Donc le biomimétisme aujourd'hui, c'est uniquement pour améliorer notre savoir-faire en tant qu'entreprise. Ça aboutit déjà à des gains de productivité, etc. C'est incroyable, quoi. Donc savoir-être, c'est quoi? Justement, c'est ça. La nature est basée sur la coopération. Ah oui, mais ça, on ne parle pas. Parce que je peux faire du biomimétisme chacun dans son côté, dans son entreprise. Et ensuite, devenir ensemble, co-créer des solutions ensemble avec d'autres entreprises, là, on est vraiment dans le partage, quoi. La nature le fait très bien. La nature, elle a 2 grandes qualités. Elle est généreuse, elle est coopérative. Donc, générosité, c'est toute l'idée de la régénération. On donne plus qu'on reçoit, qu'on prend. Et puis, il y a cette idée de coopération qui nécessite effectivement une autre façon de développer le modèle économique qui s'appuie sur effectivement des approches de mutualisation et de partage de ressources à tous les niveaux. Pour ça, je citais dans le rapport, je parle des déchets aux équipements, propriété intellectuelle, salariés, etc. Donc, c'est là que on peut réaliser le plein potentiel du biomimétisme. C'est si on va au-delà de changement de savoir-faire à un changement de savoir-être dans les entreprises. Il y avait une question, mais ça rejoint, est-ce qu'il y a des freins culturels, vous qui voyagez beaucoup en France, pour le partage, notamment B2B, ou la propriété intellectuelle, vous en avez parlé? Est-ce que vous constatez, ça a des choses à lever aussi? On pense au télétravail, c'était culturellement pas très français. Est-ce que c'est la même chose pour le partage B2B? Oui. Alors, la façon de démarrer le partage B2B, il va y avoir une masterclass avec Danone et Engie la semaine prochaine pour assister à ça. Et je vais faciliter ça. C'est de dire finalement, vous pouvez... alors, si vous êtes ETI, c'est un peu plus difficile. Mais si vous êtes une entreprise d'une taille établie, vous pouvez déjà faire la pratique de partage de ressources au sein même de l'entreprise. Et souvent, la main gauche ne sait pas qu'est-ce que la main droite fait. Hein. Donc, effectivement, par exemple, chez Engie, ils sont en train de faire le partage B2B à l'intérieur de l'entreprise. Ça s'appelle BWI, qui est une plateforme de mutualisation de partage de ressources industrielles entre les différentes unités d'Engie. Donc, c'est une façon, effectivement, de se faire la main avec le partage B2B, parce que c'est quand même moins concurrentiel à l'intérieur de l'entreprise. Et ensuite, vous pouvez étendre ça à d'autres entreprises. Il faut aussi savoir que l'INPI, qui est l'Agence de protection de la propriété intellectuelle, en association avec, par exemple, la Commission européenne, est en train de repenser le concept même de propriété intellectuelle pour dire que, finalement, l'idée, c'est de ne pas protéger de façon trop réactive des inventions, mais plutôt les valoriser, quoi. Donc l'important, ce n'est pas de créer des brevets, mais savoir avant tout valoriser les brevets. Parce qu'il faut savoir qu'entre 36 et 46% des brevets de l'Union européenne ne sont pas valorisés proprement. Donc en fait, on invente beaucoup, on brevette, mais on ne sait pas comment les commercialiser, quoi. Donc c'est là qu'effectivement l'idée de partage de brevets ou de valorisation de brevets à plusieurs devient assez intéressante. Merci beaucoup, Navi Raju. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, oui, André-Paul Leclerc qui est là. On va prendre ta question, André-Paul. Julie, tu peux passer juste le micro pour le streaming, s'il te plaît, comme ça tout le monde entend. Aussi pour ceux qui nous regardent à distance. Bonjour, j'ai un peu une question de base qui était un peu évoquée tout à l'heure. Le business model de l'Occident repose sur toujours plus de biens, donc toutes les rémunérations des salariés, etc. Tout repose sur le toujours plus. Votre intervention, c'est on va faire mieux et on va optimiser les ressources en partageant, etc., etc. Mais fondamentalement, dans votre tête, dans votre esprit, dans 10 ans, dans 20 ans, on continuera à faire toujours plus de biens, toujours plus de produits? Ou est-ce qu'on en fera moins et différemment? Est-ce qu'on garde le récit de notre société qui est toujours de le bonheur est dans le bien? Ou est-ce que dans votre esprit, on va se transposer sur le bonheur est dans le lien? Enfin, je m'excuse, mais fondamentalement, on va où d'après vous? Moi, je crois pas. Enfin, moi, j'ai pas une logique binaire qui va contraster bien et lien. Je suis dans une phase de ma vie où effectivement, j'ai oscillé entre les deux. Donc, il y a quelques années, j'étais plutôt effectivement, il fallait. J'ai commencé à écrire un livre là-dessus il y a 4 ans, Société des liens. Et après, j'ai dit mais Navi n'était pas réaliste, parce qu'il faut quand même continuer à produire des biens, je veux dire, voilà. Donc, moi, je dirais, c'est plutôt trouver, c'est dialectique à résoudre, c'est bien et lien. Alors, je commence à quelque chose d'un peu théorique, pour ensuite dire que finalement, alors c'est peut-être de façon très tactique ma réponse, mais effectivement, il va y avoir des produits qu'on connaissait qui vont disparaître, mais qui vont continuer à, en termes de fonction, exister, mais sous une autre forme, concrètement. Je pense que vous avez parlé de Toyota. Toyota a très bien dit, le patron, c'est le seul d'ailleurs, il a très bien dit qu'à partir de 2030, ils anticipent vendre moins de voitures. C'est le seul constructeur qui a dit comme ça. 2030, c'est fini. On parle de peak oil, peak pétrole. Pour eux, c'est peak voiture 2030.
Ça ne veut pas dire que la mobilité va disparaître. Exactement. Différentes formes de mobilité. Quoi. Et donc, je dirais que et ça, c'est très bien votre question, parce que la question, c'est les biens, c'est aussi physique. C'est pour ça que j'ai un petit peu subtilement parlé de est-ce qu'on ne va pas plutôt aller vers des services qui vont être co-créés, co-produits par plusieurs entreprises. Donc, je dirais qu'il y a quand même et c'est pour ça que dans le prochain livre, vous allez beaucoup aimer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un changement pas idéologie, mais de pragmatisme, parce que je vais choisir 3 entreprises, y compris Tissage de Charlieu, qui en fait nous offrent des biens basiques, j'appelle ça. C'est-à-dire la nourriture, se loger, se nourrir, s'habiller. Donc délibérément, j'ai pris 3 entreprises et montrer qu'effectivement, ces entreprises sont en train de changer radicalement le modèle économique, comme j'ai cité, par exemple Tissage de Charlieu, pour continuer à faire la même chose. Ils ne changent pas. Ils existent depuis 100 ans d'ailleurs, les 3 entreprises. Donc j'ai aussi choisi intentionnellement 3 entreprises qui sont centenaires pour dire que finalement, leur raison d'être ne change pas. Dans le cas de deuxième entreprise, c'est Jean Inaf en Bretagne. Alors eux, c'est hyper intéressant. Ils disent que leur mission première, ce n'est pas de produire du pâté, c'est apporter la valeur nutritionnelle. Donc si c'est ça la raison d'être, demain, on peut faire autre chose. Ça ne change pas, de façon plus vertueuse, quoi. Donc, je dirais qu'effectivement, on va peut-être consommer moins, mieux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du côté des entreprises. Parce qu'effectivement, les entreprises doivent aussi changer et dire finalement, on ne peut pas continuer à vendre plus, quoi. Ou du moins, pas vendre plus de biens. Donc, effectivement, elle doit aussi évoluer en termes de raison d'être et de mission et le modèle économique pour favoriser un juste équilibre entre biens et liens. Je dirais plutôt ça, l'équilibre entre biens et liens. Merci beaucoup, David Radion. On peut vous applaudir pour cette conférence, bien sûr, et merci d'être venu. On va partir en atelier. Je vais vous indiquer tout de suite les différentes salles. On fera 30 minutes d'atelier. Je vais laisser la parole avant cela pour conclure cette séquence à Frédéric Motte, président de la mission Rêve 3. Frédéric, beaucoup de choses à dire, j'imagine. Trop. Ça vous a inspiré. Trop de choses à dire. Je voudrais partager avec vous 2 choses. Le premier, c'est une ambition que nous portons. Chambre de commerce, institution régionale, mais évidemment, c'est de mobiliser tout le monde. C'est que ces transitions, qu'elles soient énergétiques, technologiques, sociétales, eh bien, ce sont autant d'opportunités pour justement développer de l'activité, de l'emploi, de la fierté, de l'espérance pour notre jeunesse, et puis c'est aussi de l'attractivité pour notre territoire. Et donc, sur tous ces sujets-là, il faut aller évidemment plus vite, ça chauffe là-haut. Il faut massifier, c'est un vrai défi. Vous évoquiez le colibri, moi ça me va bien le colibri, mais de temps en temps un petit coup de canadair, ça fait pas de mal. Et donc si on veut avancer, il va falloir enclencher quelques canadaires. Et donc pour ça, n'hésitez pas à venir voir vos correspondants de la Chambre de commerce, venez voir les services de la région. On est à votre disposition. Je suis aussi chef d'entreprise, je sais combien la situation actuelle est compliquée, on n'a pas de visibilité. Or un chef d'entreprise, il aspire à avoir de la visibilité. Donc surtout, ne pas rester tout seul, partagez, venez nous rencontrer, venez participer à des manifestations et autres. Le deuxième point, cher Navi, je suis un peu frustré. Mais surtout, soyez le bienvenu ici. Soyez le bienvenu parce que s'il y a un territoire qui pourrait reprendre tous les exemples que vous avez pris en France, voire dans le monde, c'est ici. C'est ici, ça fait 10 ans qu'il y a des acteurs du monde de l'entreprise, du monde des collectivités, du monde de l'enseignement, de la recherche, des citoyens engagés qui sont en train d'initier mais des dizaines, des centaines d'initiatives. Tu as cité Ecopal. On a le premier pôle de compétitivité sur l'économie circulaire. Vous nous en avez parlé beaucoup. C'est ici, sur les matériaux, etc. Les meilleurs taux de recyclabilité du bâtiment, c'est ici. Pas parce qu'on est plus malin, parce qu'on a un écosystème où les gens se parlent et travaillent ensemble. Mais là aussi, on sait que toutes ces pièces du puzzle, c'est bien, mais maintenant, il nous faut massifier, il faut passer au Canadair pour qu'on ait véritablement un impact. Ça, c'est le challenge. Donc, passez du temps ici. On va vous donner des tas d'entreprises à visiter. On est preneurs pour que votre prochain bouquin, ce sera venez voir dans la région des Hauts-de-France. C'est ici que ça bouge. Voilà. Merci en tout cas de participer. N'hésitez pas à ramener d'autres acteurs. Ne restez pas seuls face aux défis. On sait qu'ils sont compliqués, mais nous sommes convaincus que c'est que tous ces enjeux des transitions, oui, ce sont autant d'opportunités pour vous, les chefs d'entreprise. On intègre toujours, moi je dis toujours, notre raison d'être à nous élus, c'est d'être une région leader et exemplaire pour construire un développement durable et solidaire, parce qu'il faut aller en tournant, pour et avec les hommes, les territoires et la planète. Merci. Merci beaucoup, Frédéric.
Et c'est la preuve, vous avez raison, qu'on doit le faire savoir, tout ce qui se passe dans les Hauts-de-France au niveau national. Et ce soir, on y contribue avec Navi Radio qui ne manquera pas de parler de nous aussi. Merci en tout cas, Navi. Alors pour les ateliers, donc on va prendre 30 minutes. Je vais donc vous indiquer les différentes salles. Si vous vous êtes intéressé et inscrit à la sobriété, donc c'est Grégory ou qu'il est où Grégory ? Voilà, Grégory, si tu peux te lever, qui est responsable efficacité énergétique chez EDF. Et donc, ça se passe ici. La mobilité, c'est Éric Dubail, si vous voulez vous engager. Donc voilà, Éric Dubail est là, qui est expert mobilité durable de la direction commerce d'EDF. Si vous êtes inscrit pour l'éco-production, voilà, si vous voulez vous engager dans une éco-production, c'est avec Mickaël Verdier que ça se passe. Et Mickaël, tu attendras donc à la sortie de la salle et vous montrer au premier étage. C'est également le cas de Tanguy Ledoux, qui est également adjoint aussi, expert REF3 comme Mickaël à la CCO de France et qui va vous parler d'une stratégie bas carbone. Voilà, comment enclencher un début de stratégie 30 minutes, voilà, pour faire connaissance. Premier sujet, première brique, et puis ensuite il y a des accompagnements sur moyen et plus long terme, mais ça on s'en occupe, ils sont à votre disposition déjà. Merci, donc ça se passe juste pour les 3 ateliers, donc sauf sobriété à l'extérieur, on vous y attend. Et la sobriété, je vous laisse la place ici, et puis on se retrouve donc, il est quelle heure ? 19h22, ouais, 19h, on essaye 19h40, 19h50. Ok, au cocktail. Voilà, merci à tous et merci à EDF évidemment. Merci Mathias. Une bouteille.